Vous nous suivez à partir de Londres et partout ailleurs dans le monde. Bienvenue dans ce journal. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé jeudi 28 mars la création d'une force d'intervention rapide en République démocratique du Congo. Cette brigade spéciale est chargée de combattre les groupes armés opérant dans l'est du pays. L'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Mozambique seraient d'ores et déjà prêts à fournir des troupes pour cette nouvelle brigade d'intervention qui sera opérationnelle d'ici le mois de juillet prochain à Goma, dans la province du Nord Kivu. C'est un projet de résolution unique à son genre. Exceptionnel a même soutenu le secrétaire général de l'ONU, une force spéciale chargée de combattre les groupes armés dans la partie est de la RDC. Et c'est la première fois que l'ONU crée une telle unité de combat au sein d'une de ses forces de paix. La résolution précise que la brigade sera composée de 3 bataillons d'infanterie, d'un bataillon d'artillerie, d'une force spéciale et d'une compagnie de reconnaissance placée sous l'autorité directe du commandant de la MONUSCO. En RDC, au-delà d'un soulagement, c'est une victoire diplomatique que vient d'enregistrer le gouvernement. Ces changements de mandat en faveur d'une MONUSCO beaucoup plus robuste, une MONUSCO donc beaucoup plus pragmatique, c'est une avancée significative pour la paix en RDC. Cette brigade aura son quartier général à Goma, capitale d'une province concernée en premier par cette intervention militaire. Ce vote porte déjà une lueur d'espoir. Ça permettra à ce que toutes ces forces qui sont localisées ça et là ne puissent pas s'inscrire dans un phénomène de recyclage tout le temps. Parce que l'impunité a été aussi à la base de la multiplicité des groupes armés à l'est de la RDC. Nous saluons la France qui a proposé cette résolution, mais également tous les 15 pays membres du Conseil de sécurité qui ont voté à l'unanimité cette résolution qui est un début de la paix. Environ 3000 hommes des pays tels que l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi, appuyés par des drones de l'ONU, une première aussi pour surveiller les frontières de la RDC avec le Rwanda et l'Ouganda. Ces 2 pays sont toujours accusés d'aider et d'équiper des groupes armés en RDC. La résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU pour la création d'une brigade d'intervention rapide pour combattre les groupes armés en RDC continue d'être saluée. Cette nouvelle était bien accueillie par le gouvernement de Kinshasa, mais également par la MONUSCO. La brigade d'intervention rapide sera composée de 3069 éléments avec un mandat plus robuste. Kinshasa attendait une telle décision depuis plusieurs mois. Suivez. Pour le gouvernement congolais, l'envoi de la brigade d'intervention est une justice faite à ce peuple qui a longtemps souffert des affres des guerres à répétition injustement imposées et qui viennent de l'extérieur. Nous saluons cette initiative de la communauté internationale que nous considérons comme une justice faite au peuple congolais qui a eu à souffrir depuis 1994 d'une initiative de la même communauté internationale. La RDC compte également capitaliser cette victoire diplomatique menée depuis plusieurs mois déjà. Nous n'allons pas laisser nos partenaires de la brigade internationale neutre combattre seuls. Vous savez que la résolution prévoit qu'ils travaillent seuls, mais ils travaillent soit avec les FARDC, soit seuls. Et nous pensons qu'il est de notre devoir de pouvoir faire de notre mieux pour leur faciliter les choses. Et du côté de la MONUSCO, on se réjouit de l'envoi de cette brigade censée combattre et éradiquer toutes les forces négatives opérant dans l'est de la RDC, dont le M23. Les dispositions sont déjà prises pour que la MONUSCO ait réellement un mandat beaucoup plus offensif. Ça va nous faciliter aussi, avec le gouvernement, à combattre les forces négatives. Je peux vous dire aussi que nous avons déjà fait un travail significatif par rapport de planification, de préparatifs, à réduire au maximum possible le délai entre la décision du Conseil de sécurité et le déploiement sur le terrain. Donc, bien entendu, avec cette autorisation à ce point, nous devons continuer cet effort, nous devons assurer le déploiement de cette contingent, la brigade avec les contingents composants pour arriver à une capacité opérationnelle. Kinshasa promet de multiplier des efforts diplomatiques pour qu'un jour, on ne puisse plus parler des forces négatives sur son territoire. Pour y parvenir, il faudra compter sur une armée forte, républicaine, mais également sur la solidarité de la communauté internationale.
Je l'annonçais au sommaire, le gouvernement Matata vient de signer ce vendredi un protocole d'accord avec les gouverneurs de province, lequel accord se réfère aux modalités de consommation de crédits d'investissement dans les secteurs à compétences exclusives. Il s'agit notamment de l'électricité, l'eau, la voirie et les infrastructures routières, telles que le veut la Constitution de la République. Toutes ces recommandations ont été données à la 3e conférence des gouverneurs de province tenue tout récemment à Kananga. Ce protocole témoigne de la volonté du chef de l'État de faire échec au plan séparatiste du territoire national. Joseph Kabila l'a souligné lors de la 3e conférence de gouverneurs à Kananga, dont le thème était axé sur l'unité dans la cohésion. Une cohésion témoignée par ce document, par lequel le gouvernement transfère alors les charges relevant des compétences des provinces, en même temps que le transfert des ressources inscrites au budget. Le document que nous venons de signer met en place un mécanisme assez pratique pour que les crédits d'investissement des provinces cessent d'être des crédits orphelins. Une preuve de la volonté du gouvernement d'accélérer le rythme de la décentralisation, qui est le modèle d'une gestion concertée. Les provinces accèdent pour la première fois à la consommation de quelques crédits sur le budget d'investissement. Donc c'est une nouvelle satisfaisante. À leur tour, les gouverneurs devront non seulement faire un effort dans la rétrocession des ressources dues aux entités territoriales décentralisées, mais aussi appliquer la législation en matière de recouvrement de recettes relevant de la compétence exclusive des provinces et fournir un supplément d'efforts en vue de corriger les distorsions constatées entre les budgets votés en province et les crédits effectivement alloués par la loi des finances portant le budget de l'État de l'année en cours. Pour en parler justement, nous recevons sur ce plateau le gouverneur de la province orientale. Il s'agit de Jean Bamanissa. Bienvenue. Merci. Alors, monsieur le gouverneur, quelles sont les opportunités qu'offre ce document signé aujourd'hui avec le gouvernement, entre le gouvernement et les 11 provinces du pays? Pouvons-nous parler déjà de la décentralisation? Écoutez, Madame Matondo, c'est un pas. C'est un pas vers cette décentralisation qui a commencé depuis que nous l'avons mis dans nos textes, dans notre Constitution. Et c'est là à plusieurs étapes. Il y a plusieurs lois qui sont en train d'être mises en place. Et dans l'une de ces étapes, c'est justement le transfert des compétences et le transfert des ressources aussi. Et jusqu'à présent, dans les secteurs exclusifs du gouvernement provincial, que la santé, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'agriculture, le développement rural, il est question tout doucement de commencer à le mettre complètement en œuvre. Et voilà pourquoi nous avons pris un accord avec le gouvernement dans le cadre de la structuration qui doit permettre à ce que la gestion puisse être saine. C'est celle de respecter la chaîne des dépenses avec un système de passation de marché, qu'une partie de ces crédits d'investissement puisse être allouée aux provinces et qu'elles puissent, dans les règles, pouvoir effectuer les investissements. C'est un pas en plus, un très grand pas en plus qui vient des résultats des accords que nous avons eus au niveau de la conférence des gouverneurs à Kananga, et le chef de l'État a insisté là-dessus pour faire ce pas. En parlant justement de cet accord, trouvez-vous que le budget reparti pour chaque province se trouve équitable par rapport aux besoins que présente chaque province? Écoutez, cela est une discussion qui a eu lieu d'abord au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il y avait eu un circulaire au mois d'août qui avait donné certains chiffres sur toutes les rubriques au niveau budgétaire, et puis le budget a été voté à l'Assemblée, il a été relu. Et il est vrai que cela ne cadre pas toujours, même avec les budgets qui ont déjà été votés. Donc il y a eu des coupes drastiques pour certaines provinces, telles que la province orientale, par exemple, une coupe de 59%, ce qui n'est pas peu, mais cela dépend aussi par rapport à la capacité de gestion qu'il y a eu, par rapport à la capacité de capter les ressources au niveau national que nous avons, qui était peut-être faible, et aujourd'hui on a vraiment une très grande coupe. Donc nous espérons, nous allons mettre aussi en place des mécanismes pour pouvoir capter les ressources nationales, pour pouvoir bénéficier effectivement de ce qui nous est dû, en attendant la péréquation d'ailleurs. Nos reporters étaient aussi présents dans la salle lors de cette signature de l'accord. Alors, ils ont quand même remarqué le mécontentement du côté de certains gouverneurs, notamment celui du Kasaï oriental. D'après vous, de votre côté, puisque c'est vous qui êtes sur place, comment trouvez-vous par rapport à votre province? Vous êtes satisfait de cela?
Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a eu une coupe drastique sur nos budgets. Donc, ça, vous vous contentez de 59%. Mais c'est cela qui émane justement de la loi budgétaire qui est venue de l'Assemblée nationale. Et nous aurons à en discuter, à voir les capacités que nous aurons pour les absorber, ces crédits, et pour pouvoir faire mieux pour l'année prochaine. Effectivement, si maintenant, vous savez, dans les réalisations, quelquefois, on est tombé seulement à 10%, 12%, 15% dans certaines provinces, mais avec les mécanismes que nous avons mis en place pour pouvoir suivre l'exécution de tout ce crédit d'investissement, s'ils sont faits dans les règles, dans les proportions qui sont budgétisées, je crois que ça sera beaucoup mieux que les années dernières. Jean Bamanissa, vous êtes à la tête de la province orientale depuis quelques semaines. Pouvez-vous nous dire quelques réalisations que vous avez effectuées depuis votre nomination? Écoutez, il y a des réalisations, surtout une planification qui est en train d'être mise en place. Nous sommes en train de revenir vraiment vers une gestion saine. D'abord, nous avons mis en place notre programme d'action prioritaire. Nous sommes en train de reconfectionner notre budget qui va être présenté à la prochaine session parlementaire pour pouvoir consolider le budget national. Et notre plus grand chantier, c'est celui de l'administration, pour que nous puissions nous asseoir sur une administration saine qui permette à tout citoyen de vaquer à ses besoins et de savoir fixer vraiment les prérogatives de chacun, à quelque niveau qu'il soit, et permettre à ce que la province orientale soit une province où on peut faire de l'investissement, où le secteur public peut progresser en même temps que le secteur privé, puisque aujourd'hui, notre gouvernement, nous reposons énormément sur le secteur privé. Et il y a des réalisations au bout de 100 jours et surtout au bout d'un certain nombre de mois. Je pense que la confiance que nous donnons permettra en tout cas à beaucoup de citoyens ou beaucoup d'autres personnes qui voudront s'installer en province orientale de venir et de pouvoir faire leurs affaires. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Jean Bamanissa. Je rappelle que vous êtes gouverneur de la province orientale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le journal continue, tout à fait autre chose. La représentante spéciale de Ban Ki-moon en matière de violences sexuelles dans les zones de conflit vient de terminer sa mission en RDC. À Kinshasa, Zainab Awa Bangura a été reçue par le président de la République, le Premier ministre et la ministre du Genre, avant de s'envoler pour l'Est de la RDC pour la situation des violences sexuelles. Ce vendredi, elle a échangé avec le ministre des Médias, Relations avec le Parlement et Nouvelle Citoyenneté. En RDC, Zainab Awa Bangura est venue pour écouter et comprendre la situation des violences sexuelles afin de trouver des solutions et de mobiliser les ressources nécessaires pour éradiquer ce fléau dans le pays. Arrivée fin mission, la représentante du secrétaire général des Nations Unies est allée échanger avec le ministre en charge des médias et nouvelles citoyennetés, auprès de qui elle a trouvé une oreille attentive. Et nous sommes déterminés, sous l'impulsion du président, du Premier ministre, tout le gouvernement est mobilisé pour réduire d'abord et mettre fin à ce fléau. Et si nous sommes tous mobilisés pour mettre fin à la guerre, c'est que nous savons que ces fléaux sont développés dans le cadre de cette guerre. Loin de ce qu'elle pouvait s'imaginer, Zainab Awa Bangura repart avec une image positive des efforts fournis par la RDC dans la lutte contre les violences sexuelles et surtout le cadre légal déjà établi. Mais des défis restent encore à relever en cette matière. Je vais partir, mais avec une note vraiment positive. Mais également, j'ai réalisé qu'il y a encore des choses à faire, mais qu'il y a un soutien qu'on doit donner. Donc, mon intention, c'est de voir ce qu'on peut faire pour mobiliser le soutien nécessaire. La Somalie, c'est la prochaine étape de cette femme politique et activiste sierra-léonaise qui promet de traquer tous les violeurs où qu'ils soient. Son vœu est de voir la RDC redevenir un pays de paix et de beauté de la nature. Entre la Chine et le Congo-Brazzaville, on parle d'un partenariat gagnant-gagnant. L'année prochaine, les deux pays s'apprêtent à célébrer le 50e de leur coopération. Et pour renforcer davantage cette collaboration, le président chinois Xi Jinping visite Brazzaville depuis ce vendredi. Il s'agit de la première visite d'un haut responsable chinois au Congo, un pays où Pékin a beaucoup investi ces dernières années, dont les secteurs tels que les routes, les barrages, mieux encore les hôpitaux. Et puis cette signature qui concerne le secteur de l'éducation, dont le
gouvernement de la République tient à tout prix à redresser le système. Cette volonté a été manifestée ce vendredi entre le vice-premier ministre en charge du budget, le ministre des ITPR, celui délégué aux finances et de l'EPSP, eux qui font partie du comité de pilotage dénommé projet PERIS, lequel comité vise la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures scolaires. D'après les membres de ce comité, l'exécution du dit projet est attendue pour le mois d'avril prochain.